Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Le meilleur moyen de vous présenter notre invité aujourd'hui est de laisser parler, parmi ses amis, celui qui certainement le connaît le mieux. Cet ami, c'est un certain Jean-Jacques Goldman, qui écrit à propos de celui qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui à notre micro. Gai et râleur, convivial, simple, dur au mal, direct. C'est un chanteur-guitariste incroyablement doué. Et j'ai eu beaucoup de chance de le croiser il y a presque 40 ans, de m'être régalé de son talent, sa droiture, son humour, son courage pendant toutes ces années. Avec Michael à mes côtés, je n'ai peur de rien. Et vous l'aurez compris, c'est de Michael Jones dont parlait Jean-Jacques Goldman. Bonjour Michael, comment ça va ? Bonjour, super bien. Alors, c'est sympa ce qu'il dit de vous, le frère que vous n'avez pas eu. Oui, il m'a même écrit la chanson. Le frère que je n'ai pas eu, bien sûr, ça on en reparlera tout à l'heure. La phrase que je préfère dans la préface, qui me va le mieux, en fait, le concert le plus important pour Michael, c'est le prochain. C'est ça, mais c'est vrai qu'il écrit ça dans la préface. Voilà. Alors, vous allez comment dans cette drôle de période où les artistes commencent à retourner sur scène, mais pas encore avec un public encore un petit peu timide encore? J'ai pas eu de problème. Si, 2020, on a annulé. Oui, tout, à peu près tout. Ceci dit, j'ai profité pour faire un super studio chez moi. Oui. Et comme les gens m'ont demandé des concerts en streaming, on ne savait pas le faire, donc on a construit une équipe pour essayer de le faire dans mon studio. Et ça a marché. Donc de chez vous à Lyon, là-bas, vous faites... Et donc... ma femme a eu l'idée de dire, nous on peut pas travailler, les restaurateurs peuvent pas travailler, si on se réunissait pour faire un truc ensemble. Et donc j'ai commencé à faire une émission qui s'appelle Confiture. C'est-à-dire nourriture et chansons. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tellement de points communs entre la musique et la gastronomie que j'ai eu l'idée de faire ça. Et donc à l'époque, tout le monde était confiné, c'était assez facile. Confiné, confiture, c'est pas mal, c'est la même racine. Parce que confiture en anglais c'est jam, oui. Et jam en français c'est bœuf. Bien sûr. Voilà. Donc pour faire une jam, bien sûr. Il y avait un truc. Et donc j'ai eu des artistes fabuleux pendant ce confinement. On voudrait continuer, mais maintenant on n'est plus vraiment confiné, donc c'est difficile de les réunir. Donc là, il faut retrouver un nouveau concept. Non, je garde le concept. Et celui qui a marché le mieux, c'était avec Didier Bourdon. Parce que qui chante vachement bien, monstrueux, mais qui a commencé par ça. Ben oui, qui a commencé dans les cafés-théâtres. Mais les gens, alors je peux vous en parler, je l'ai rencontré à ce moment-là. Il chantait des chansons d'amour déchirantes. Il faisait rire. En fait, on le prenait pas au sérieux. Ben en fait, les chansons de Didier, c'est des sketchs en musique. Bien sûr. Et il chante super bien. Mais par contre, nous on a compris quand on a fait l'émission avec lui. On avait les yeux fixés sur le partition parce que, en fait, la musique suit les paroles. D'accord. Souvent, c'est l'inverse. Oui. Et là, c'était fabuleux parce que c'était une autre expérience, mais il est très, très bon. Et très talentueux. Voilà. Et très simple. Et donc, on a fait une version de Wish You Were Here de Pink Floyd. D'accord. Oui, il fait le solo au début et tout. Et on est à plus de 200 000 vues. C'est énorme. Ça, c'est les joies de la toile, ça c'est la magie de la toile, ce qui permet de lancer des choses qu'on n'aurait pas lancées avant. Et donc, et là, pour la cuisine, je pouvais pas faire venir un cuisinier comme ça ou un chef. Et donc, j'ai fait venir Selig, qui est un humoriste. Oui. Et il se connaissait pas, en plus. Et son premier métier à Selig, c'était cuisinier. Et vous ne le saviez pas? Moi, je savais. D'accord. C'est mon pote. D'accord. Mais lui ne le savait pas. Didier ne le savait pas. Non, il savait pas. Et donc, c'est Lig qui nous a fait à manger. Donc, ça a fait une émission fabuleuse. Après, j'ai commencé avec Magali Ripoll, qui est une artiste extraordinaire. Une accordéoniste magnifique aussi. Voilà. Mais elle chante de ouf parce qu'on fait J'irai où tu iras de Céline Dion. Elle a fait un très joli spectacle d'humour et de chansons. Elle a beaucoup de talent, cette femme. Je sais parce que je l'ai eu en concert avec moi. Hey. Et oui. Et après, j'ai fait Thomas Dutronc avec Marc Vera. C'est pas mal non plus. Et Claudio Capéo avec Thomas Parisini, qui est le seul chef français à avoir le col vert, blanc, rouge. Le col italien. Voilà. Et donc ça a été fabuleux. Donc on a envie de continuer. Mais la prochaine fois, j'ai envie de faire une surprise. Donc avoir quelqu'un, c'est déjà c'est bien avancé. C'est bien avancé. Mais on va pas l'attendre là. C'est une dame, parce que
j'ai fait 3 mecs et une fille. Donc, oui, donc il faut un petit peu de parité quand même. Voilà. Alors, Michael, j'avais en gros la sensation de bien vous connaître, mais grâce à votre autobiographie, Mes plus belles chances, écrite en collaboration avec Stéphane Basset, on a la sensation, sans voyeurisme aucun, de rentrer beaucoup plus dans votre intimité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous raconter ? Stéphane Basset. Le co-auteur, celui qui vous a accouché. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'y avais jamais pensé. C'est lui qui a eu l'idée. Et moi, j'adore lire. Donc, une fois qu'il m'avait proposé, je me suis dit, ce qui est important, c'est que les gens, ils ont envie de finir ce bouquin. Le nombre de bouquins que, par exemple, Barack Obama, j'ai pas pu le finir, le bouquin. Une fois qu'il est élu, ça devient inintéressant. et Barack, si vous nous écoutez. Ouais, j'ai pas pu finir son bouquin. J'ai essayé. Par contre, Steve Van Zandt, je suis allé jusqu'au bout. Mais c'est quoi qui vous... Parce que bon, des sollicitations, j'imagine que vous en avez déjà eu, mais c'est quoi ? C'est les 70 printemps qui sont venus frapper à votre porte ? C'est quoi ? C'est l'envie de laisser quelque chose à vos enfants ? C'est un cadeau à faire à votre nouvelle épouse, Marion ? Non, c'est Stéphane qui a trouvé le titre. Il a dit Mes plus belles chances. Et je me suis dit, donc il faut que je raconte mon histoire en faisant comprendre aux jeunes, si jamais ils ont envie de le lire, que ça peut leur arriver aussi. Oui, que cette chance. Alors, on va resituer pour les auditeurs. C'est bien sûr Mes plus belles chances. C'est bien sûr extrait de votre chanson. Je te donne mes plus belles chances. Je te donne mes plus belles chances, mes différences. Cette chanson précisément, Je te donne. C'est pas aussi l'une de vos plus belles chances ? Ah, sûrement. La plus belle chance, c'est la rencontre avec Jean-Jacques. Voilà, c'est dans Taïfong quand on s'est rencontrés. Ça nous allons en parler tout à l'heure. Mais je te donne, évidemment. D'ailleurs, j'ai encore refait une fois. Elles viennent de sortir en version gospel avec Héritage Goldman. Et donc, je suis super fier faire partie de ce truc-là aussi. C'est peut-être grâce au bouquin. Je ne sais pas. On a la sensation, en lisant votre vie, qu'il y a vraiment un avant et un après cette chanson. On lit souvent dans des bios la chanson qui a tout changé, on dit souvent la rencontre. Là, vraiment, quand on vous lit, il y a les pages avant où vous racontez vos groupes, et les premiers groupes tout seul, et puis Taïfong, et puis cette chanson. Cette chanson, d'abord vous accompagnez Jean-Jacques, et puis un jour il vous dit on va faire une chanson ensemble. Et là, ça change tout. Le regard du banquier, le regard des amis, Ah ben oui, c'est-à-dire que ma vie a basculé après cette chanson. C'est-à-dire que je suis parti de l'anonymat quasi. C'est-à-dire que Jean-Jacques me faisait déjà chanter sur scène avec lui, mais du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un de très connu. Et donc, il a fallu que je change ma façon de vivre, parce que les gens changent vis-à-vis de vous. C'est ça. Et donc, je ne pouvais plus aller n'importe où. C'est ce que vous expliquez en fait. Vous dites, moi j'ai pas changé, mais le regard des gens a changé. Et c'est ce que vous dites extrêmement clairement dans le bouquin. Et ce qui est amusant aussi, c'est que à la fois cette période, c'est pas la période la plus facile dans votre vie privée. Cette période où tout part, où vous devenez connu, où votre compte en banque, il y a quelques zéros qui en plus qui arrivent. Oui, ça change la vie. On a la sensation que ça vous a aussi pesé cette nouvelle notoriété. J'ai toujours été quelqu'un qui aime bien aller partout. Oui. Bon, j'ai jamais été en boîte de nuit beaucoup, c'est pas mon truc. Mais j'aimais beaucoup aller voir les autres groupes jouer. Et avant, je pouvais aller les voir, monter sur scène avec eux. Là, c'était plus possible. C'est-à-dire que musicalement, c'était frustrant dans la mesure où, à partir du moment que moi si j'avais des potes musiciens qui jouaient et que je montais sur scène avec eux, c'était plus le copain musicien, bien sûr. C'était la vedette qui montait. Voilà, et c'était pas ça que je voulais, c'est-à-dire que c'était eux qui étaient les gens importants de la soirée, et à cause de ma notoriété, un petit peu, sans vouloir le faire, je leur volais leur notoriété. Bien sûr. Et donc j'étais obligé de faire gaffe à ça, et ça c'est musicalement frustrant. Bien sûr, mais vous êtes en même temps, c'est magique, vous êtes vraiment l'incarnation même de cette idée que quelques phrases dans une chanson, parce que dans Je te donne, vous chantez la moitié du temps, vous avez écrit la moitié des paroles. Quelques phrases dans une chanson peuvent changer votre vie, quoi. Ah ben oui. En plus, ça faisait que raconter notre histoire. C'est ça qui est marrant. Et vous l'avez écrit, le texte, il a été écrit vite Ah oui, en 5 minutes. Le plus difficile n'était pas d'écrire le texte, c'était d'allier l'anglais avec le français. Et que ça sonne. Quand on change de phrase
tous les phrases. Oui. Et que ça sonne et que ça rime, surtout. Et ça sonne d'enfer, Ah oui, mais Jean-Jacques, ça a toujours sonné d'enfer. Donne la chanson qui a changé la vie de Michael Jones. Michael qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. Michael, je vous rappelle le principe de cette émission. Les chansons de ma vie, donc en l'occurrence les chansons de votre vie, vous avez eu la gentillesse, via votre épouse Marion, que nous saluons, de me glisser à l'oreille en amont 5 chansons qui ont tenu un rôle important dans votre vie. Et nous allons, comme ça, durant une petite heure de conversation à bâton rompu, nous promener au pays de vos préférences musicales. Alors, j'aime ça. Vous êtes né le 28 janvier 1952 au Pays Exactement. de Galles. On écoutait quoi chez vous à Welshpool? On dit ça comme ça, Welshpool? Welshpool. Alors, Tratlung. Tratlung en gallois. D'accord, mais on va peut-être le faire en... Et vous étiez quoi? Vous écoutiez quoi avec vos parents lorsque vous étiez gosse? Alors, mon père écoutait de l'opérette. Il était fou d'opérette, donc Mario Lanza. Mario Lanza, vous en parlez. Et donc, mais par contre, à l'école, on faisait de la musique celte. D'accord. On faisait de la musique galloise, en gallois très souvent, mais attaché aux racines folkloriques, quoi. Voilà, parce que au Pays de Galles, l'instrument typique, la France c'est l'accordéon par exemple. Au Pays de Galles c'est la voix, c'est les chorales. Et donc j'étais tout de suite attiré par ça. Mais je n'avais pas encore découvert le scuffle et le rock and roll. Moi, le premier choc, c'est les Beatles, quoi. Alors, en 1960... il y a les Shadows avant. J'ai bien lu votre livre. En 1960, premier grand choc musical, vous avez 7-8 ans, vous vous baladez dans la rue et vous rencontrez des gamins qui écoutent du rock. Oui. Et là, vous dites d'un coup, vous découvrez qu'il n'y a pas que la voix, qu'il y a aussi le rock. Et en particulier, un groupe britannique, vous venez d'en parler, une vraie référence en matière de son de guitare électrique. Ce groupe, c'est les Shadows et un tube planétaire qui s'appelle Apache. Oui. Il représente quoi pour vous, ce morceau instrumental? Déjà, c'était un morceau qu'on pouvait jouer. Parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Ah bon? J'avais l'impression qu'il fallait être virtuose, moi, pour jouer ça. Non, Apache, Après, il faut avoir le son. C'était ça. De Hank Marvin, parce que c'est pas n'importe qui, oui. Et tout le monde a essayé d'avoir ce son. Une personne est souvent imitée, mais voilà. Jamais égalée, quoi. Voilà. Mais c'était une chanson que tout le monde pouvait jouer, parce que l'accompagnement est simple. Il y a Bruce Wells à la guitare qui fait une super rythmique à l'acoustique, et c'est des super musiciens par contre. Ça joue monstrueux. Mais c'était un truc à la portée de tout le monde. Donc. Et c'était ça qui le rendait si révolutionnaire, ce morceau? Non, c'était le son surtout. Le son surtout. C'était différent, tellement différent de ce qu'on entendait. Mais le fait que ce soit à la portée d'un guitariste débutant faisait, on peut jouer ça. On y va, quoi. Ouais, c'est comme les Searchers ou les Kings surtout. Oui. Les Kings faisaient des chansons avec 3 accords. Oui. Ouais. Et c'est à ce moment-là que la guitare est vraiment entrée dans votre vie, ou elle était déjà rentrée un petit peu avant? Alors, elle est rentrée avant parce que il y a une tradition au Pays de Galles, à Noël, on fait du carol singing. C'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte et on chante des chants de Noël. Oui. Et avec mes potes, on a découvert un jour par accident que c'était mieux dans les pubs. Mais dans les pubs, il y a un certain brouhaha, des gens qui jouent aux fléchettes, aux dominos, etc. Oui, mais vous étiez gamin pour aller dans les pubs, en plus, c'est pas... Oui, normalement, on n'avait pas le droit. C'est ça, c'est pas un lieu où on peut rentrer comme ça. Mais ils nous faisaient rentrer. Et après, on passait le chapeau. Et donc, on s'était dit, mais si on avait un peu de musique pour attirer un peu plus l'attention... Ce serait mieux. Ça serait mieux, ouais. C'est comme dans les cafcons, il faut jouer plus fort que les gens qui parlent. Bien sûr. Voilà. Et donc, le seul instrument transportable à l'époque, c'était la guitare. La gratte. Voilà. Donc, on s'est acheté des grattes acoustiques un peu pourries et on a commencé à apprendre les accords des chansons de Noël. Et c'est comme ça qu'on a débuté. Vous vous rappelez de votre première guitare? Oui. Vous avez tout de suite pressenti qu'il se passait quelque chose entre cet objet avec ses 6 cordes et vous-même? Vous êtes tout de suite dit que ça allait être une histoire d'amour qui allait durer longtemps, ou à l'époque, franchement, c'était comme ça, quoi? Non, c'était le seul instrument qu'on pouvait acheter et transporter, donc ça allait... C'était par défaut.
On pouvait pas emmener un piano ou un orgue. Et vous jouiez beaucoup dessus, parce que vous auriez pu apprendre 3 accords et vous arrêter là. Vous êtes devenu un virtuose à la gratte. Une fois qu'on a commencé, on est mordu. C'est mordu, quoi. Et c'était des guitares pas faciles à jouer, quand même, les tout premiers. Pourtant, c'était un Hofner. Hofner était une des meilleures guitares européennes à l'époque. Ce qu'il faut savoir à cette époque-là, les guitares américaines étaient interdites. Ah oui, pourquoi ? Je sais pas, c'est une histoire de politicien sûrement. D'accord, de protéger peut-être le marché britannique. Voilà, il y avait pas vraiment de marché. Si, il y avait Burns, mais c'était inabordable. Oui. Et donc, et pourtant, Hofner c'était allemand, mais c'était abordable et il y en avait beaucoup. Et beaucoup d'imitations d'ailleurs. C'était le premier à essayer de copier un petit peu, sans trop vraiment copier les Américaines. Et tout le monde a joué là-dessus, même Hank Marvin. Hein. Et Hank Marvin, par exemple, la fameuse Strat rouge avec l'encastillage doré, il a commandé directement aux États-Unis. Il ne pouvait pas l'acheter en France. Et c'est pas sa maison de disque qui a pu l'avoir. D'accord. Ouais, même Mark Knopfler, première guitare, Hofner. Et cette première guitare, vous l'avez gardée longtemps ? Jusqu'à ce que je l'ai vendu pour acheter une électrique. C'est ce que Hofner aussi, voilà. Mais c'est dommage parce que c'était ce qu'on appelle une archtop. Donc c'était une guitare qui a une forme de est bombée comme un violon avec des ouïes en F. D'accord. Il y a flat top, c'est les guitares acoustiques américaines. Oui. Mais celle-là, elle était plus proche d'une guitare de jazz. Elle vous a marqué, cette guitare, vous la décrivez vraiment avec depuis, j'ai acheté un archtop, mais là, j'ai acheté une Gibson. La classe. Alors, Apache, les Shadows, le choix de Michael Jones dans les chansons de ma vie. On ne peut pas évoquer, vous en parliez à l'instant, les Shadows, sans parler de Cliff Richard, qu'ils ont accompagné durant quelques années, et Hank Marvin, le leader du groupe. Mark Knopfler, David Gilmour, Brian May se disent avoir été définitivement influencés par Hank Marvin et son son de guitare. Apparemment, c'est votre cas aussi. Oui, mais il y a même un groupe français que Indochine, premier titre, l'intro de guitare, c'est totalement copié sur Hank Marvin. Ah oui. Ah ben oui. C'est pourtant musicalement c'est à des lieux des Shadows, sauf l'intro de guitare. Effectivement. Et maintenant que vous le dites. Eh oui. Ah là, Indochine, si vous nous écoutez. Ouais. Et pour vous, c'est quoi un bon guitariste ? Et c'est quoi plus généralement un bon musicien pour vous ? Un bon musicien, c'est quelqu'un avec qui on peut partager. C'est ça. Qui ne s'écoute pas jouer, qui donne aux autres. Voilà. Mais en plus, moi, quand j'entends un bon musicien, j'ai envie de jouer avec lui. D'ailleurs, tu as été témoin d'une des plus belles histoires de ma vie, quand on a fait Autour de la guitare avec tous ces guitaristes fabuleux. Effectivement, c'était magique. C'était fabuleux. Et ça pour un musicien, c'est un rêve. Mais vous étiez, lors de ce concert, puisque vous parlez de cette tournée, qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir, vous étiez comme un gosse, je vous ai vu. Oui. Vous étiez comme un gamin, totalement. Vous aviez 12 ans. Oui, mais j'ai toujours 12 ans. Alors justement, en parlant de vos 12 ans, il y a quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre destinée musicale. J'aimerais qu'en plus vous en avez fait une chanson, c'est Father Earl. Oui. Parlez-moi de ce personnage. Alors c'était le curé, parce que moi, je suis né d'une famille religieusement mixte, puisque mon père qui était anglican et ma mère qui était catholique. Et qui a imposé que je sois catholique. Et donc, j'étais obligé d'aller au catéchisme. Gâté. Et donc, ça nous emmerdait un petit peu, faut le dire. Et donc, le curé sentait bien qu'on n'était pas vraiment intéressé au catéchisme, et pour nous attirer à toutes les autres cours, il nous a proposé de faire un loisir. Et il nous a demandé ce qu'on avait envie de faire, et on a dit on va faire de la musique. Et donc, ils venaient de construire une nouvelle église. Oui. Ils avaient détruit l'ancienne église, sauf la sacristie, qui était restée attachée à la maison du curé. Et donc, il nous a dit, il reste l'ancienne sacristie, le toit est à refaire, mais si vous vous débrouillez pour réparer le toit,
ça deviendrait votre lieu de musique. C'est génial, il avait tout compris, le curé. Voilà, et il a tout financé. Nous, on a fait tous les travaux. On avait de la chance. Mon père était dans le bâtiment. Neil, le guitariste, son père était dans le bâtiment. Jerry, son père était dans l'électricité. Et donc, on avait tous les conseils qu'on avait besoin. Et donc, on a tout fait, le toiture, tout nous-mêmes. On a refait l'intérieur, on a peint. Et vous avez fait votre premier local de répétition. Là, on a installé les toilettes et tout. Génial. Et donc, il nous a même acheté des instruments, parce que on avait des guitares, mais on n'avait pas d'ampli. Bon, on jouait tous dans le même ampli à l'époque. D'accord. Et donc, il nous a acheté les amplis, la batterie. Il avait tout compris. Il vous a révélé, ce monsieur, en fait, en faisant ça. Oui. On passait notre temps là-bas. Et d'où la superbe chanson que vous lui avez consacrée sur l'un de vos derniers albums. Alors c'est marrant, hein, parce que Jean-Jacques aussi a commencé avec un curé. Bien sûr, il le raconte. Ouais. Il le raconte. À Montrouge. Et on se connaissait pas, donc. Il y a des points comme, enfin voilà, c'était écrit. Nous continuons, Michael, notre balade en musique. Et là, en 1963, dans votre ouvrage, vous écrivez, je vous ai cité parce que je trouve la phrase sympa, « Pardon pour ce manque d'originalité, je suis devenu fan des Beatles ». 63. 2 titres vous accrochent littéralement, « Love Me Do », mais surtout « From Me to You ». Vous écrivez de ce titre, c'est un véritable chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui vous bouleverse exactement dans cette chanson signée Lennon-McCartney ? Déjà, un groupe qui harmonisait. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Je connaissais pas encore les Everly Brothers, Oui. qui ont visiblement influencé pas mal de groupes. Oui. Moi aussi après. Et donc, moi, étant gallois, on avait l'habitude de chanter en chœur. Déjà, moi, quand on faisait les carol singing, on chantait en chœur, on faisait les tierces et des quintes. Et donc, waouh, un groupe qui chante en chœur, avec des guitares, c'est ce qu'on sait faire, quoi. Et donc, sauf que musicalement, ils étaient à des lieues de nous. Et c'était pointu. Ah oui, très très pointu. Le Beatles, pour moi, ils étaient au-dessus de tout le monde. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, je ne sais pas si c'est vraiment une surprise. Vous savez certainement qu'en France, pour les yéyés, c'était la course aux adaptations dans les années 60. Il y avait peu de compositions originales et chaque nouvelle vedette, chaque nouvel aspirant vedette et son staff et ses éditeurs voulaient être les premiers à coller un texte français sur les chansons originales qui venaient d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche. Ceci dit, Claude François a passé sa vie à faire des covers. Oui, il n'a fait que ça. Non mais celle-là, elle est spécialement, on va dire, réussie avec des guillemets. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est qu'un des seuls titres que Claude François a écrit, oui. C'est devenu un tube mondial. My Way. Bah oui. Qu'il a co-écrit, qu'il a co-composé. Oui, parce que c'est Jacques Revaux. C'est Jacques Revaux qui l'avait écrit pour Sardou. Qu'il avait au départ écrit pour Sardou, Hervé Villard n'en a pas voulu. Enfin, il y a eu comme ça une pléiade d'artistes qui n'en ont pas voulu. Lui, dans un premier temps, Clo-Clo n'en avait pas voulu. Et autour de sa piscine à Damenois, chez lui, dans son moulin, il a convoqué Jacques Revaux qui faisait des tubes pour tout le monde et ça l'agaçait. Il disait pourquoi pour les autres et pourquoi pas pour eux. Et pour moi, il a réécouté cette chanson et la petite histoire voudrait qu'il ait changé quelque chose dans la mélodie. Mais enfin, visiblement, la chanson, elle était quand même là déjà, bien présente. Non, mais c'est une belle histoire. Mais déjà, dans la version Clo-Clo, ça commence déjà en harmonie. C'est vrai. Vrai. Voilà, je pense que c'est probablement un des artistes français qui a fait le plus de reprises de tous. Alors, on va pas faire du tout injure à la mémoire de Clo-Clo qu'on aime beaucoup ici sur Radio J, mais quand même, l'original, celle des Beatles, celle que vous avez choisie. Déjà, il y a une différence énorme. Et ça a été très longtemps la différence entre la musique francophone et la musique anglophone. La musique est beaucoup plus forte. Oui. Et la voix, elle doit traverser le mix. C'est mixé en dessous. Rien qu'avec le son. C'est ça. Et qu'en France, on mettait la voix devant. La grande tradition des mots, la grande tradition des chanteurs à texte. Ouais, mais bon, le texte de Bise de toi. Oui. Bon. Oh, franchement, moi j'aime bien. Je sais pas. Non, mais c'était bien. Non, mais bon. Michael, dans votre livre, vous parlez avec beaucoup d'émotion du jour où vous avez appris l'assassinat de John Lennon. Ah oui, c'était terrible. Je me rappelle, j'étais en train de conduire. Mais c'est marrant, même quand j'ai appris la mort de Carole, j'étais en train de conduire aussi. C'est souvent, on se souvient toujours avec
beaucoup de précisions d'où on était, de ce qu'on faisait lorsqu'on apprend le décès de gens qui viennent nous transpercer le cœur. Alors, toujours en parlant des Beatles, il y a une anecdote dans votre livre. Vraiment, je recommande ce livre. D'abord, c'est super bien écrit, c'est bourré d'anecdotes. Et il y a une anecdote qui m'a bien fait rire lorsque, dans l'une de vos dernières maisons de disques, vous demandez à récupérer un poster d'Abbey Road Ouais. et que le chef de projet... On peut les citer, c'est EMI, France. Oui. Et donc, et le chef de projet est tellement inculte qu'il vous donne Non, je le demande, je l'ai pas eu. Hein. Ils ne l'ont pas donné. Alors j'ai demandé, j'ai dit, ils allaient changer le décor, je sais plus. Oui, ils allaient déménager, je sais plus quoi. Et donc, à l'époque, ils étaient pour de Clignancourt. Et EMI, la maison de disques historique des Beatles. Voilà. Et donc, j'ai dit, est-ce que l'affiche qui est dehors, je peux la récupérer? Le mec, il me regarde, il me dit, les 4 mecs qui traversent le passage Clouté? Le mec ne savait pas que c'était les Beatles. Mais il ne savait pas qui c'était les Beatles. Chef de projet. Et vous nous parlez de l'affiche mythique où on les voit tous traverser. Et le seul qui est pieds nus d'ailleurs, c'est Paul McCartney. Voilà. De là, il y a eu toute une espèce de machin où on a dit que Paul McCartney était mort, que c'était le signe, que ses pieds nus étaient le signe de son décès. Il faisait juste chaud. Il faisait juste chaud, puis il avait envie de s'amuser, quoi. Et en plus, lui, il habitait en face. donc il s'était peut-être levé de lit, quoi. Les nouvelles règles de ce marché musical aujourd'hui, la musique aujourd'hui, les streams, la mort du CD, la mort du physique, ça vous inspire quoi aujourd'hui, vous? Alors, il y a toujours eu un phénomène, comment je peux dire, de rentabilité. Oui. Et aujourd'hui, on vit une espèce comment dire, de strict minimum au niveau de la production. C'est pas toujours le cas, heureusement. D'ailleurs, au Super Bowl, on a pu voir des rappeurs avec des musiciens. Aux États-Unis, les mecs, ils ont des musiciens. C'est pas juste un DJ derrière. C'est ça commence à s'étoffer un petit peu. Mais ça fait longtemps, hein, un mec comme Snoop Dogg, et ça fait longtemps, Eminem, ça fait longtemps qu'ils ont des musiciens. Et donc, il y a de l'espoir. Mais moi, je regarde beaucoup la musique à la télé, et on voit souvent un artiste tout seul avec un DJ ou avec un gars... Une version minimaliste des choses. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a utilisé les programmations depuis que ça existe. Mais ça a été un bon mariage entre musiciens et programmation. Mais là, je vois que souvent, il n'y a que ça. Et ça me dérange un peu. Mais... ça tient qu'à moi, hein. C'est pas parce que c'est le musicien qui parle. Mais justement, le musicien, le compositeur, le chanteur, l'auteur, l'interprète que vous êtes, voir qu'aujourd'hui on ne parle plus de vente, mais on parle de vues, on parle de stream. Les streams aux chanteurs et aux auteurs-compositeurs, ça rapporte rien du tout. Strictement rien. C'est des millièmes d'euros, quoi. Voilà. On a un exemple, là, c'est Neil Young et Johnny Mitchell qui viennent de retirer leurs chansons de Spotify. Enfin, ça y est, ils se sont rendus compte. Et leurs ventes ont augmenté de 30%. Ben oui, pour cause. Énorme. Voilà, c'est-à-dire... Et de penser aujourd'hui, de voir qu'aujourd'hui que la majorité des gosses pensent que la musique est gratuite. Enfin, je sais pas, ça doit... vous qui avez travaillé pour être là où vous êtes, ça doit quand même vous poser un petit problème. Le problème de la musique gratuite... on est un peu fautif, mais surtout les maisons de disques. C'est-à-dire que quand Steve Jobs a proposé iTunes en disant « ça c'est l'avenir », personne ne l'a cru. Et pourtant... Et après, ils ont tous dit on va lancer notre propre système de téléchargement, sauf qu'ils ne savaient pas le faire et ça n'a pas marché. Steve Jobs, il avait des années d'avance sur eux. Et des décennies d'avance. Et la preuve, c'est qu'ils sont encore là. Bien sûr. Mais on aurait dû les écouter au départ. Et tout le monde lui a tourné le dos. Et c'est dommage parce qu'on ne serait pas arrivé au téléchargement gratuit si on l'avait écouté au départ. Un petit peu avant. Je partage tout à fait votre avis. Alors... Michael, on était en train de parler des Beatles, on ne peut pas parler des Beatles sans évoquer l'histoire d'amitié exceptionnelle qui a uni Paul McCartney à John Lennon. Et moi, j'aimerais évoquer une autre
histoire d'amitié, celle qui vous lie depuis quelques 50 ans aujourd'hui un certain Jean-Jacques Goldman. Comment vous pourriez le définir, ce lien incroyable? Moi, j'ai une petite idée. Enfin, vous avez chanté quand même une chanson qu'il vous a écrite, « Tu es mon ami, le frère que j'ai choisi, comme un repère, une lumière, si je pouvais te rendre un jour un peu de tout ce que je te dois ». Oui. C'est très fort, ce texte signé Jean-Jacques. Oui, mais c'est quelqu'un qui arrive à écrire pour les autres en se mettant à la place des autres. C'est incroyable, mais on peut écouter. Je ne vois aucune chanson de Jean-Jacques qu'il a écrit pour les autres qui ne sont pas devenues chansons de l'artiste. C'est ça. C'est impressionnant. C'est des costumes sur mesure, quoi. Ah, exactement ça. Et là, c'est comme la préface du livre. C'est-à-dire qu'il m'a totalement cerné en 3 minutes. Vous avez pensé à ce qu'aurait pu être votre vie sans cette rencontre avec Jean-Jacques? Non. En fait, j'ai eu cette chance et je l'ai suivi. Ça a été génial. C'est quoi? C'est deux moitiés d'orange qui se sont rencontrées. C'est quoi? Il y a quelque chose de spirituel dans cette rencontre. Vous avez tout de suite su, lorsque vous l'avez rencontré, vous l'avez remplacé au sein du groupe Taifong. Oui, il avait chanté Sister Jane. Il a voulu quitter le groupe et c'est vous qui l'avez remplacé. Je dis pas de bêtises. En fait, je l'ai remplacé pour la scène. D'accord. Il est resté au sein du groupe en tant qu'artiste, auteur-compositeur, parce qu'il était sous contrat. D'accord. Et en fait, moi, j'étais juste engagé pour faire la tournée. Et ensuite, à la fin de la tournée, ils m'ont intégré dans le groupe. Et c'est au moment où on proposait des chansons pour l'album. D'accord. Qu'on s'est croisés. Et ça a fait tilt. Tout de suite? Tout de suite, oui. Alors... Michael, on va continuer notre balade au pays de vos chansons de référence. Et là, on va évoquer un dieu de la guitare, un certain Larry Carlton, et plus particulièrement sa participation à l'album The Royal Scam du groupe Steely Dan, et plus particulièrement encore un titre, Kid Charlemagne, qui est classé par le magazine Rolling Stone 3e des solos jamais enregistrés sur un disque. 3e plus grand solo jamais enregistré sur un disque. Larry Carlton, vous avez eu la chance de jouer à ses côtés au New Morning pour le spectacle autour du Blues 2. Et vous avez pu aussi lui raconter à quel point son solo vous avez donné du fil à retordre. Parce que vous l'avez joué, ce solo, note pour note. Voilà, je me suis trouvé, je faisais un remplacement dans un groupe, et il jouait que du Steely Dan, et c'était que des partitions de 5 pages. Et le solo de guitare est écrit note pour note. Heureusement que je l'avais vu 1 ou 2 jours avant. Parce que vous aviez une solide formation musicale. Aussi, vous savez lire. Enfin, je sais lire la musique. Et tout le monde ne sait pas le faire. Dans les jeunes artistes, moins. Mais les artistes de votre génération, oui, d'accord. On sait à peu près lire la musique, ouais. Et donc, j'en ai parlé, on était en train de manger ensemble après le New Morning, justement, et j'en parle à Larry de ce solo. Et je dis... C'était difficile, hein. J'aurais pas pu le faire d'un trait. Et il m'a regardé, il me dit, moi non plus. 6 pages, et vous racontez dans votre livre 6 pages de partition guitare. Ouais. Je me suis arraché les cheveux. Ils étaient longs à l'époque. Ouais. C'est pour ça que j'en ai beaucoup moins. Vous aimez ce genre de défi quand quelqu'un vous lance comme ça un défi, voilà, il va falloir faire un truc que vous n'avez jamais fait. C'est le genre de choses qui vous maintiennent en vie, Ah oui, j'adore ça. Mais c'est surtout... ces rencontres et ces possibilités que j'ai pu avoir grâce peut-être à Je te donne, c'est plutôt Peur de rien blues qui m'a donné le crédit de guitariste. Voilà. Oui. Mais depuis ça, j'ai eu l'occasion de jouer avec tous les grands guitaristes français, tous les grands guitaristes internationaux, c'est génial. C'est des rêves de gosse pour vous, ça? Ouais, mais moi j'arrive la queue entre les jambes quand je joue avec ces gens-là. Et ils sont tellement gentils, tellement sympas, tellement partageurs. C'est génial. On en revient toujours à la musique, un partage, c'était la définition que vous nous donniez au début de cette conversation. Parlons de Larry, là, j'ai un souvenir pendant, autour de la guitare où tu étais... Nous nous sommes rencontrés, effectivement. Ah oui, on se vous voit, on se tutoie. Oh, c'est comme tu veux. Parce qu'il y a que les Anglais qui se vous voient. Alors on va se dire, on a commencé, on a fait une demi-heure d'émission, voilà. on se voit ailleurs, maintenant on se connaît. Tutoiement, d'accord. Et donc...
je voyais tous les soirs Larry qui remontait sur scène pour voir jouer Rontal. D'accord. Bumblefoot. C'est-à-dire que lui aussi avait son idole, quoi. Il était émerveillé par les autres. C'est fou, quoi. C'est génial. Et je les voyais partager. Ils se demandaient des conseils les uns entre les autres. C'était fou. Ah mais là c'est vrai qu'il y avait quand même une réunion. On peut parler, on peut évoquer pendant 2 secondes ce concert et cette tournée. Il y avait tous les plus grands guitaristes du monde réunis pour une tournée des Zéniths qui, encore une fois, dommage, n'a pas rencontré le succès qu'elle aurait dû rencontrer. Steely Dan, Kid Charlemagne, le choix de Michael Jones dans les chansons de ma vie sur Radio J. Michael, dans votre ouvrage, vous dites préférer de loin la scène au travail de studio. Le studio, ça vous ennuie un peu? Non, ça m'ennuie pas, mais non, j'aime bien le studio, mais il y a personne. On partage avec les musiciens, mais aujourd'hui, par exemple, quand on a fait l'album autour du blues, on était dans un grand studio, on jouait tous ensemble. C'est pour ça que j'ai fait un grand studio chez moi, c'est pour pouvoir voir les musiciens et jouer en live. Mais la plupart des albums qu'on fait aujourd'hui, on joue chacun dans notre coin. C'est-à-dire, on partage jamais avec les autres musiciens. C'est ça. Il n'y a pas cette notion de partage qui vous est si chère. Voilà. Et par contre, quand on est sur scène, on partage non seulement avec les musiciens, mais avec le public. Ce qui est quand même l'essentiel. Et oui. En tout cas, pour moi, c'est essentiel. C'est quand même pour eux qu'on fait tout ça, quand même. Voilà. Et donc, quand on s'est trouvé dans le confinement, qu'il fallait que je fasse du streaming, c'est frustrant parce qu'on voit pas les gens. C'est ça. Et il n'y a pas d'applaudissements. Et c'est terrible pour moi. Ça, je ne sais pas le faire. C'est très troublant. C'est un autre rapport. Mais là, j'ai vu, par exemple, Matt Pokora à la scène musicale. Il a fait un concert en stream. Ben lui, il le fait très bien. Il fait très bien. Et la salle était déserte. Enfin, il y avait juste les gens de son équipe. Les danseurs, les musiciens. Et voilà. C'est assez atroce. Et les gens de la maison disque sûrement autour. C'est un peu faire l'amour sans amour quand même. Hein. C'est un peu ça. Alors, en temps normal, hors période de Covid, Michael Jones, c'est combien de concerts par an? En 2019, j'en avais fait 90. Oui. Et là, j'ai dit, ça fait beaucoup, je vais arrêter à 50. Ah, vous vous êtes mis une petite limitation de vitesse à 50, vous? Oui, parce que 70 ballets maintenant. Faut que tu les fais pas, ça va. Oui, mais je les sens. La télé, le rapport avec les médias, tu le vis comment, ça? C'est une nécessité, il faut passer par là. Mais en fait, j'ai beaucoup appris à la Starac. Justement, je voulais... Et donc, maintenant, je suis à l'aise. Alors, la Starac, tu en parles beaucoup dans dans ta biographie. Comment dire les choses poliment? J'ai pas l'impression que cela t'ait laissé un souvenir impérissable. Si. C'est moi... Je pense que c'est moi qui me suis trompé. C'est-à-dire que... c'est pas exactement ce qui est écrit dans le livre. C'est-à-dire que, en lisant, ils comprendront. Oui, mais, voilà. En fait, moi, je le regardais à la télé parce que ma fille regardait ça. Oui. Et donc, j'étais un peu obligé. Et moi, dans ma tête, je disais, oui, mais moi, si j'étais là-bas, je ferais comme ci, je ferais comme ça avec les élèves. Et donc, j'ai essayé. Un jour, on t'appelle. Voilà, on m'appelle. Je dis, chiche, je vais le faire. Et j'ai pensé pouvoir apporter quelque chose musical. Oui. Et tu t'es aperçu que non. J'ai pas pu. Non, parce que il n'y avait pas le temps, parce qu'il fallait faire toutes les autres conneries. Bon, la danse, peut-être, ça fait partie de l'artistique. Là, je retiens pas ça. Mais est-ce que le sport était nécessaire? Parce qu'un tas d'autres conneries. Tu dis quand même dans ton livre que tu as quand même été un petit peu déçu que le côté télé-réalité passe devant la qualité musicale. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me rappelle en avoir petit à l'époque, ça serait pas mieux de faire une émission où le truc le plus important, c'est les chansons. Maintenant, on a The Voice. Oui. Donc, ça y est, c'est fait. C'est fait. Mais à l'époque, non, c'était pas ça. Et tu penses qu'aujourd'hui, pour des jeunes artistes, c'est plus difficile de débuter aujourd'hui qu'à l'époque où tu as débuté, honnêtement? Oui. Pour plusieurs raisons. C'est les lieux. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait aller jouer n'importe où. Oui. Il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait beaucoup de premières parties. On était moins nombreux aussi. Pourquoi? Parce qu'il fallait apprendre la musique. Oui, donc il y avait vraiment une sélection à la base. Il fallait être instrumentiste et il fallait jouer pas trop mal pour exister. Aujourd'hui, il faut être informaticien. C'est pas du tout la même approche. Donc, et
aujourd'hui, les gens ont l'habitude de voir un chanteur avec un DJ ou avec un seul clavier, ou ils n'ont pas cette notion de voir un artiste avec les musiciens bien qui sûr, jouent. une bande, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, les temps ont changé, c'est comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus difficile, justement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de monde qui font des chansons. Parce que aujourd'hui, les instruments, c'est gros comme une valise. Hein, on a des mini-claviers avec tous les sons dedans. Et des logiciels, et des... Enfin bon, voilà. Tout est miniaturisé. Et tu dirais quoi à un gosse ou à une gosse qui, aujourd'hui, viendrait taper à ta porte en te disant « Michael, vous avez réussi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Alors, je dirais, tu dis en une phrase. Quand il y a un artiste qui vous plaît, qui vous donne envie de faire de la musique, écoute ce que cet artiste a écouté. C'est joli, ça. C'est une jolie formule. On va continuer notre promenade musicale avec toi. Et là encore, un groupe britannique, Dire Straits, et un titre, Heavy Fool. Pourquoi ce groupe et pourquoi ce titre? Le texte est génial. Oui. Je me doutais que c'était pour ça que tu l'avais pris. C'est drôle. Le mix est fabuleux aussi. Le son, c'était vraiment le début. Je crois que l'album Calling Elvis, c'est une révolution musicale au niveau du son. Moi, d'ailleurs, à un tel point que l'album suivant que j'ai fait, j'ai demandé à voir Neil Dorsman pour faire le mix. D'accord, le même, d'accord. Mais voilà. et tu peux. Sauf que celui-là, c'est pas lui. Je crois que c'est Claire Mountain, celui-là. Là, je ne saurais pas te contredire. Voilà. Mais Heavy Fool, c'est un texte assez iconoclaste quand même. Ouais, mais c'est drôle, c'est une blague. En fait, c'est voilà, il se fout de la gueule des gens qui voient. C'est-à-dire que les gens qui boivent beaucoup, qui se droguent, etc. Et qui mangent un peu comme des cochons aussi. C'est un peu ça aussi. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tous ces excès en fait. C'est une chanson sur l'excès. C'est une espèce d'apologie sur l'excès. En fait, il dénonce l'excès. Un petit peu comme Fred Coluche. Oui. Voilà, et c'est pour ça que cette chanson m'appelait. C'est qui pour toi, Mark Knopfler, ou traite cette image d'homme tranquille et de la guitare? C'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré? En fait, c'est quelqu'un qui a écouté les mêmes personnes que moi. C'est ça, il y a une espèce de fraternité. Donc, je me reconnais dans Mark Knopfler, même il est beaucoup plus connu que moi et peut-être plus doué aussi, mais j'adore ses textes. Imaginons un mec qui écrit une chanson sur une chaussure. Oui, c'est vrai que c'est gonflé, il faut le faire. Mais il le fait. Il le fait bien. Et c'est bien. Donc, il a des idées de ouf. Et il y a une chanson aussi où il dit une phrase, c'est fabuleux, c'est « Lay me down in Marble Town ». Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire, mettez-moi dans un cimetière. D'accord. C'est la ville de marbre. Voilà. Et il trouve des phrases comme ça. C'est fabuleux. Et tu n'as jamais eu envie un jour de lui envoyer un mail et de lui demander de t'écrire un texte ? Non, j'ai pas. Moi, mon rêve, ce serait de jouer avec McCartney. Voilà. Mais bon, c'est mal barré. Oh, c'est encore faisable, hein ? Oui, mais... Tu l'as rencontré déjà ? Jamais. Jamais. Non. Je l'ai vu plusieurs fois, mais j'ai jamais rencontré. Mais bon, depuis l'assassinat de Lennon, c'est quelqu'un qui est très difficile de... Oui, il se protège. Mathieu Chédid a eu le bonheur de passer des moments avec lui. Il m'a dit Laurent Voulzy aussi, je crois. Laurent, oui. Mais c'était avant la mort de Lennon. C'est ça, c'était bien avant ça. Et donc, mais Mathieu m'a dit que c'est un mec fabuleux. Et ça, j'en suis certain. Alors, un autre. Mais Knopfler aussi. Alors justement, un autre mec fabuleux. On a côtoyé un batteur qui a joué avec les deux. Qui était ? Sauf Frederick Coleman Jones, c'est Chris Wheaton. Il a joué avec les deux. Il a joué avec Paul McCartney. Pour moi, un des meilleures tournées, c'est à l'époque où il était avec Robbie McIntosh. Oui. Il y avait encore sa femme. Et il a joué avec Dire Straits. Michael, Dire Straits, en anglais, en argot, ça signifie être dans la dèche. Oui, dans la dèche, oui. Quel rapport tu entretiens avec l'argent ? J'ai pas de rapport avec l'argent, je le dépense. C'est ça. Ouais. On ne sent pas très économe dans le... Non. Quand j'ai un peu de sous, je les dépense. On a surtout la sensation, à lire ton livre, que à maintes reprises dans ta vie, t'es reparti à zéro.
Oui, oui, parce que quand on tourne la page, on tourne la page. C'est ça, il n'y a pas de... quand il faut, quoi. Oui, nouveau film, balle neuve. Voilà, c'est ça, balle neuve. Mais c'est... Bon, là, par exemple, on parlait de l'argent, là, en début de l'année. Moi, mon rêve, ça aurait été d'acheter une Jaguar Type E. J'ai pas les moyens. Donc, j'ai acheté une Fender Jaguar de 62. C'est pas mal non plus. C'est une Jaguar aussi, mais ça... C'est pas mal. En fait, tu as juste adapté à ton compte en banque, quoi. Voilà. Dans les moments difficiles, je pense notamment à la perte de tes parents que tu racontes avec beaucoup de pudeur. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir le coup? Est-ce que la spiritualité, on est sur Radio J, une radio cultuelle, est-ce que la spiritualité, c'est quelque chose d'important pour toi? La croyance, Dieu, la prière, c'est quelque chose que tu pratiques ou pas du tout? Non, je pratique... Moi, je crois dans l'homme. Et donc... j'ai de la chance d'avoir des gens, les proches, qui me soutiennent. Donc, c'était surtout ça. Je suis croyant. Mm-hmm. Mais moi, je suis pas un croyant fixe. C'est-à-dire que j'ai lu les 3 bouquins. C'est ça. Il y a 3 bouquins importants dans la vie. C'est la Torah, les évangiles et le Coran. Et j'ai lu les 3. Tu as lu les 3, d'accord. Voilà. Je les ai étudiés à l'école. D'accord. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est probablement les 3 bouquins d'histoire les plus importants dans le monde. Et parce que c'est des bouquins d'histoire. Après, moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas modifié les textes par rapport à aujourd'hui et des choses qu'on sait aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. Et c'est peut-être la source de l'extrémisme, et ça me gêne. Et donc, j'ai plutôt tendance à croire dans l'homme que dans les religions. Tu as toujours eu foi en toi, foi en ta bonne étoile, le chemin que tu as fait, arriver en France, faire ton chemin, te faire repérer, te faire connaître, devenir l'artiste célébré que tu es aujourd'hui. Il fallait une sacrée foi en soi pour tenir. Il y a des tas de bons musiciens qui font des séances, qui vivent très bien de leur métier, mais qui ne deviennent pas quelqu'un de reconnu en tant que tel. Mais en fait, j'ai jamais fait exprès. Tu n'as jamais calculé? Tout ce que j'ai fait, j'ai jamais calculé. Jamais. C'est-à-dire que c'est l'intuition. Je sais pas, quand Jean-Jacques m'a demandé de venir jouer avec lui... Tu savais qu'il fallait y aller? Non, je ne savais pas, j'avais envie de le faire. C'est ça, Voilà, mais j'ai gagné très très bien ma vie en Normandie avec les groupes avec qui j'ai joué. J'ai gagné même plus. Oui. Mais tu t'es dit, ma vie, elle est peut-être là. C'est même pas ma vie, j'ai envie de le faire. C'est ça. Le Starac, c'était ça, j'ai envie de le faire. C'est des décisions que je... Tu ne réfléchis, que tu n'analyses pas. C'est ton instinct qui parle. Voilà. J'ai jamais. Là, c'est comme sur l'héritage quand Eric m'a demandé de le partager avec lui. Eric, c'est Eric Benzi. Eric Benzi. Oui, parce que c'est un mec avec qui j'adore travailler et le projet me plaît, donc oui, c'est sympa. On va poursuivre notre route, Michael, et on va faire un petit retour en 1969, année érotique selon Gainsbourg, pour écouter à ta demande le premier single de Chicago. D'ailleurs, j'habite dans le 69. Bah tu vois, c'est un signe. D'où ta forme olympique. Ouais. Alors, à l'époque, d'ailleurs, Chicago s'appelait Chicago Transit Authority. Oui. La chanson que tu veux nous faire écouter, le morceau que tu veux nous faire écouter, c'est Questions 67-68. Pourquoi ce titre? C'était ma première rencontre avec ce qu'on appelle un shredder. Shredder, c'est quoi? Shredder, c'est un guitariste qui met beaucoup de notes. D'accord. Et à l'époque, il y avait que ces mecs-là que dans le jazz. Et là, tout d'un coup, il y a Terry Kath qui arrive, et c'est le premier vrai shredder dans la musique pop. Et shredder, c'est-à-dire qu'il en met partout, quoi. Bah, écoutez l'intro. Il en met pas partout, il met beaucoup, mais bien comme il faut. Michael, on bavarde comme ça depuis maintenant une petite heure. À 70 printemps, on a la sensation que ta passion, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait, ta passion est toujours aussi intacte. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui la flamme de Michael Jones? C'est toujours la musique. C'est ça. Ouais, c'est-à-dire,
Et j'ai la chance de partager ça avec des gens qui aiment ça aussi. Et donc, j'ai une super équipe autour de moi. Ma femme, elle est musicienne, elle adore ça. Marion, dont tu parles très bien et de façon extrême, tu lui consacres de très très jolies pages dans ton livre. Parce que je les pense. Marion, si tu nous écoutes. Et Piaf chantait « Je ne regrette rien », chanson de Charles Dumont. Y a-t-il aujourd'hui des choses dans ta vie que tu referais différemment si tu devais les refaire ? Alors, on m'a posé la question une fois, cette question, est-ce que tu as des regrets ? Et j'ai dit oui, je regrette d'avoir vendu mon AC30 quand il fallait acheter un Mesa Boogie parce que j'avais pas les moyens d'avoir les deux. Et le lendemain, je reçois un mail de mec qui m'a acheté cet ampli. Et te l'a rendu. Et je l'ai racheté. Je l'avais vendu 2500 francs, je l'ai racheté 2500 €. Mais bon, voilà. Mais je l'ai récupéré. Compte pas. Donc, le seul regret que j'avais vraiment, c'était celle-là, et elle a été rétablie. Donc, non, j'ai pas vraiment de regrets. Il y a des choses, il y a des choses que j'aurais peut-être fait autrement, et encore, je sais pas. J'ai sorti une chanson qui s'appelle « Le temps fait mentir ». Oui. Et c'est un peu comme Jacques Dutronc, on a le droit, avec le temps, de réfléchir autrement, penser autrement, et peut-être retourner un tout petit peu sa veste. C'est ça. Mais c'est le temps qui nous autorise à le faire, quoi. Ah, et d'ailleurs, j'ai regardé le Victoire de la musique. Oui. C'était génial, l'hommage de Dutronc, c'était absolument... Ah, mais c'est la phrase qu'a dit Thomas, c'est que mon père a toujours dit, la musique, c'est comme de l'oxygène, mais des fois, c'est un peu pollué. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et très honnêtement, la sortie de Jacques Dutronc saluant Olivier Mine en disant « Et bonsoir à Michel Drucker », je pense que devant la télévision, il y en a beaucoup comme nous qui... Enfin, moi, j'étais dans la salle, mais qu'est-ce que c'était drôle. Ah, mais moi, je l'ai vu faire aussi. Je crois que c'était le Grand Échiquier. Je ne sais plus... avec il n'y avait pas de prompteur à l'époque. Oui. Il y avait un souffleur qu'il suivait partout. Avec le partoche avec le bougie dessus et tout. C'est un fou génial. C'est un fou génial. Tu as décidé de quitter la troupe des Enfoirés, c'est sans regret, ça ? J'ai quitté la troupe des Enfoirés parce que physiquement, ça devient très difficile pour moi. D'accord. C'est la seule raison. J'ai pas quitté les Restos du Cœur. C'est-à-dire que... Tu continues ? Oui, je continue à soutenir les Restos du Cœur. D'ailleurs, je vais en faire quelques concerts. Je devais aller jouer en acoustique dans les Restos du Cœur où on faisait manger les gens. Oui. Et jusqu'alors, pour le moment, c'est pas possible à cause de la pandémie, des restrictions. Donc, on n'a pas le droit. Ce serait merveilleux, ça, si tu peux faire ça. Ben, si au printemps, je peux le faire, si les restrictions sont levées, je vais le faire. Sinon, je ferai l'année prochaine. C'est génial. Une question que je pose, Michael, à tous mes invités. C'est quoi le plus beau cadeau que t'aies fait la vie à ce jour ? Mes enfants. C'est ça le plus beau cadeau ? Oh non, mais la vie, c'est un cadeau. Que tu célèbres chaque jour avec... Ah oui, moi je suis un mec heureux. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de belles d'ailleurs. Et donc non, c'est-à-dire que je peux continuer à faire les choses que j'aime. Physiquement, je suis à peu près en assez bon état. Et donc c'est beaucoup de chance, mais avoir des enfants. Maintenant, j'ai des petits-enfants. Papy Michael ? Ouais, papy, oui. On a vraiment du mal à le croire. Sans déconner, on a vraiment du mal à le croire, ça. Mon dernier petit-fils m'appelle Papitard. Papitard. Parce que guitare, Papitard. Alors, Papitard, on va rappeler ton livre, un livre savoureux. Je dis pas ça pour faire plaisir, c'est pas le genre de la maison de passer le cirage quand on ne pense pas. Quand on ne pense pas, on ne dit rien. Bon, en venant de quoi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Michael Jones avec Stéphane Basset. Mes plus belles chances. Michael, merci 1000 fois d'avoir fait ce petit détour par notre micro. C'était un plaisir de passer cette heure avec toi. Et t'es ici chez toi, tu reviens pour une prochaine émission quand tu veux. Ah ben, on reviendra pour annoncer l'Olympia, le 25 septembre. 25 septembre, l'Olympia ? Voilà. On y sera. À bientôt, Michael. Merci beaucoup. À bientôt, ciao. Merci.